je vais poursuivre la promenade plus ou moins à l'endroit où on l'avait laissé hier, où on s'était arrêté. Donc j'ai remis au tableau la définition condensée. Donc la droite de Berkovitch comme ensemble des semi-normes multiplicatives sur la note polynôme. La topologie, je vais en parler un petit peu plus aujourd'hui, engendrée par les ensembles de cette forme-là. Et puis le dessin qu'on avait commencé à faire qui est comme ça. Alors, hier, notamment à la fin dans les questions, là, je vous avais dit que, bon, en fait, on n'avait pas vu tous les points. Donc, ce qu'on avait vu de ces points-là, ça formait déjà une jolie structure d'arbre. Pour compléter un petit peu tout ça, je vais vous montrer quelques points supplémentaires. Et alors, c'est toujours dans l'esprit promenade, si vous voulez. Donc, sur C. Voilà. De ce point de vue-là, c'est un peu triste, il se passe toujours un peu la même chose. C'est-à-dire toutes les semi-normes multiplicatives sur C crochet X, elles vont être données par l'évaluation d'un point de C. Voilà, C, c'est une sorte de morne pleine archimédienne, là tout est un peu pareil. Et en ultramétrique, par contre, on va avoir tout un tas d'extensions, enfin de corps qui vont arriver. Donc, j'étais en train de dire extension de corps, donc je vais faire tout de suite le lien qui existe. Si je prends K, donc disons une extension du corps petit k, donc un corps valué avec une valeur absolue qui étant celle-là, alors il y a un point associé. Donc ça engendre un certain point. On peut obtenir des points pour n'importe quel alpha dans K. Je peux considérer K crochet X, l'application de K crochet X dans R+, un polynôme, je l'évalue en alpha, je compose avec la nouvelle valeur absolue sur le grand corps, et ça me fait bien un point de Berkovitch sur petit k. Okay, bon. La réciproque fonctionne aussi. Hein. Si vous prenez une valeur absolue comme ça, une semi-norme, bon, quitte à quotienter par le noyau, vous aurez un corps, mais oublions ça. Vous pouvez toujours prendre le corps des fractions, compléter pour la semi-norme ou la norme qui vous est donnée, et ça vous fait un corps valué. Donc il y a vraiment une façon de passer de l'un à l'autre. Et pour ce que je vais raconter là maintenant, c'est peut-être mieux de voir les extensions du corps. Donc je vais vous le faire dans le cas ici du corps des séries de Laurent. K égale C double parenthèse T. Donc je fixe celui-là. Donc un élément typique, un F dans C double parenthèse T. Je vous rappelle qu'il s'écrit comme une série, somme des, disons, A, I, T puissance I, pour I plus grand qu'un certain I0 entier relatif. Et puis, on avait dit qu'on définit une valeur absolue là-dessus en prenant l'exponentielle de moins l'évaluation qui essentiellement va être l'exponentielle moins I0 si le coefficient en I0 est non nul. Okay. Bon, donc ça c'est C double parenthèse T. Après, en fait, on connaît plein d'extensions de C double parenthèse T. Donc hier, j'avais dit, vous pouvez commencer par extraire une racine de T. Ça vous fait une nouvelle extension. Bon, et vous pouvez en fait donc extraire des racines carrées, des racines cubiques, autant de racines que vous voulez. Vous pouvez faire C double parenthèse T puissance 1 sur n. Vous extrayez des racines énièmes de la variable. Ça fait encore un corps de série de Laurent. On voit bien comment mettre une valeur absolue sur ce nouveau corps-là. Il suffit en fait de fixer la valeur absolue de T puissance 1 sur n. Et on n'a pas vraiment le choix si on veut garder la multiplicativité. On prend, ça doit être E puissance moins 1 sur n. Okay. Et donc on peut prendre tous ces corps-là. Et on peut même prendre leur réunion, n plus grand que 1 peut-être. Voilà. Et il se trouve que ça, c'est encore un corps. Et c'est le corps qu'on appelle le corps des séries de Puiseux. Qu'Antoine et Claude mentionnaient ce matin à la fin de l'exposé d'Antoine. Et le résultat essentiel là-dessus, c'est que c'est une clôture algébrique. Du corps des séries de Laurent. Okay. Donc c'est pas complètement évident, mais ça va se démontrer essentiellement par la théorie des polygones de Newton. Si on fait les polygones de Newton comme faisait Antoine ce matin, on prend un polynôme à coefficient là-dedans, vous tracez le polygone de Newton, vous allez voir apparaître certaines pentes qui sont forcément des pentes rationnelles, et vous mettez les dénominateurs là-dedans, et vous allez réussir à trouver les racines
voilà, vu un morceau d'algorithme aussi. Okay, donc n'importe quel point là-dedans va vous permettre va vous donner lieu à une certaine semi-norme sur K crochet X, et donc va donner lieu à un point de la droite de Berkovich. Alors, je vais continuer à en dessiner peut-être un petit peu plus. Il y a quand même des choses qui changent. Vous voyez que là, on prend des valeurs absolues. Avant, on avait juste les valeurs absolues qu'on s'autorisait ici, c'était simplement des puissances de E. D'accord. Donc, si je regarde l'image de C double parenthèse T par ma valeur absolue, qu'est-ce que c'était? C'était E puissance Z. D'accord. Toutes les puissances de exponentielle. Si je prends maintenant ce corps des séries de Puiseux, hop là, je vais trouver E puissance Q. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu différent, notamment si je rajoute ça sur le dessin. Vous allez voir que je vais réussir à remplir beaucoup mieux la droite qui est là. Vous aurez un ensemble dense de points. Je peux m'autoriser à mettre tout un tas de puissances rationnelles. Donc E puissance Q, ça va être dense dans R. Donc là, je peux avoir des points de branchement absolument partout sur l'arbre. Pas absolument partout, pardon, mais sur un ensemble dense de cette droite-là. Il faudrait que je dessine tout un tas de branches. Je vais m'arrêter rapidement. Mais, voilà. Okay. Et donc ça, c'est le corps des séries de Puiseux. Bon. Et l'idée, c'est si on veut construire de nouveaux points, on peut continuer à prendre des extensions de corps, à prendre de plus en plus d'extensions de corps. Donc là, on a fait des choses qu'on sait bien faire, entre guillemets. C'est-à-dire, on part de C double parenthèse T, on prend une construction algébrique classique, c'est de prendre une clôture algébrique. Okay. En plus, on sait que l'évaluation s'étend automatiquement à la clôture algébrique, c'est très bien. Une autre façon de construire des extensions de corps, qui est facile une fois qu'on a un corps comme ça avec une valeur absolue, c'est de prendre, je vais mettre un chapeau pour dire compléter. Donc je peux prendre le compléter. C'est encore une extension de corps qui est plus grosse que celle d'avant. Oui, je peux expliquer pourquoi il n'est pas complet. En fait, on peut... alors, soit j'explique pourquoi... Oui, je voulais décrire quels sont les éléments là-dedans, ce qui va revenir essentiellement au même. D'accord. Donc, alors ce corps-là, les éléments qui sont là-dedans, il faut les voir comme des limites d'éléments de série de Puiseux, et donc des limites des suites de Cauchy. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir s'autoriser à prendre des puissances de t de plus en plus grandes, mais on peut prendre des puissances de t de plus en plus grandes avec des dénominateurs petits, des dénominateurs différents. Là, c'est vraiment une union comme ça veut dire qu'à une série fixée, vous autorisez qu'un certain dénominateur au maximum. Là, c'est plus vrai. Par exemple, là-dedans, vous allez avoir une série du type somme des... qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne? Alors, il faut que je prenne un truc qui tende vers l'infini. T, je ne sais pas, n carré sur n plus 1. Chose comme ça. Là, vous voyez que là, j'ai bien des termes qui tendent vers 0. T, on doit y penser comme quelque chose de très petit. Ça, c'est pour n plus grand que 0. Et par contre, ce n'est pas là-dedans parce qu'il n'y a aucun... si vous fixez un dénominateur, il n'y aura qu'un nombre fini de termes que vous pouvez avoir. Vous ne pouvez pas tous les avoir. Et en général, il y a une caractérisation relativement claire des éléments là-dedans. Si vous prenez une fonction ici, alors, elle s'écrit forcément sous cette forme, alors je vais l'écrire comme ça, des AQ t puissance Q, où Q est un nombre rationnel. Il y a des puissances rationnelles de ma variable qui interviennent. Donc, c'est toujours borné inférieurement, Q plus grand que Q0. Et la condition pour que F soit là-dedans, vous prenez une série a priori arbitraire là-dedans. Et je vais dire que donc, ce que je vais appeler support de F, c'est simplement l'ensemble des nombres rationnels qui vous donnent un coefficient non nul. C'est ça. Et la condition, donc le F va être dans ce corps-là. La condition, c'est que le support est, alors je ne sais pas comment il faut dire, j'ai envie de dire quelque chose comme fini vers la gauche.
Ce qui signifie que pour tout entier n, l'intersection du support avec moins infini grand N est finie. D'accord ? Vous fixez une borne, à gauche, il n'y a qu'un nombre plus fini de coefficients plus petit que cette borne-là. Okay ? Et vous vérifiez que ça vous fait un corps, c'est exactement celui que j'ai décrit là, et donc il y a strictement plus d'éléments là-dedans que là-dedans. Ok ? Bon. Donc ça c'est bien, ça c'est des constructions relativement standards, si vous voulez. Et la question c'est comment on fait pour aller plus loin. Alors d'après ce qu'a dit Antoine ce matin, donc là je suis parti d'un corps, j'ai pris la clôture algébrique, le complété, je ne peux pas reprendre les mêmes opérations, lui il est complet et il est algébriquement clos. Mais je peux essayer de faire quelque chose de plus, et donc d'introduire ce qu'on appelle, donc il y a quand même un moyen d'aller plus loin, et voilà, donc ça encore c'est une curiosité non archimédienne, c'est ce qu'on va appeler les séries de Hahn. Donc on note en général comme ça, C double parenthèse T puissance Q, donc la notation n'est pas forcément très parlante, il y a quand même des choses non triviales à dire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est l'ensemble donc des séries, alors comme au-dessus, à coefficient en Q, mais je demande que le support de F soit bien ordonné. Bien ordonné. Donc, bien ordonné, ça signifie que toute partie non vide possède un plus petit élément. D'accord. Très bien. Donc là, bon, ça c'est ce genre d'élément. Là, il y a à chaque fois un nombre fini quand vous allez vers la gauche, il y aura facilement des plus petits éléments. Là, ce ne sera pas forcément le cas, mais vous demandez que toute partie non vide possède un plus petit élément, donc vous vous interdisez d'avoir des suites infinies décroissantes dans ce support-là. Mais après, vous pouvez par contre avoir des suites infinies croissantes. Ça, c'est tout à fait autorisé. Donc un exemple typique, ce serait, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la série F égale somme des... qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre T à la puissance n sur n plus 1. Pour n positif. Donc ça, c'est un truc un petit peu bizarre. Donc vous voyez que donc là, j'ai mis une suite, si je ne me suis pas trompé, j'ai mis une suite, ça c'est une suite croissante qui tend vers 1. Okay. Donc c'est pas là-dedans. Hein, évidemment, si vous prenez grand N égale 1, il y a un nombre infini de coefficients. Là, le support, il y a un nombre infini de termes avant 1. Par contre, ça va bien vérifier ça. Si vous prenez n'importe quelle partie non vide, d'accord, vous regardez vos éléments de votre suite, il y a forcément un premier élément. Le seul morceau où ça s'accumule vers le haut quand vous tendez vers 1. Donc quand vous regardez vers la gauche, vous ne regardez jamais qu'un nombre fini de termes, il y a toujours un plus petit élément là-dedans. Okay. Et on vérifie que ça, c'est bien un corps. Donc, est un corps. Bon, donc il faut réfléchir un petit peu pour démontrer ça. Donc il y a un certain nombre de choses faciles. Définir une addition, définir une multiplication, on imagine bien comment on va faire. La question c'est pourquoi c'est bien défini. L'addition ne pose pas de problème. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est la multiplication. D'accord ? Vous imaginez que si vous prenez deux séries comme ça, il faut, donc vous devez écrire un truc du genre somme des AQ T puissance Q fois somme des BQ prime T puissance Q prime. Bon, vous voulez définir votre série produit avec un C, alors j'ai plus de lettres là, c'est un Q seconde égale, comme d'habitude, une somme pour lesquelles Q plus Q prime égale Q seconde des AQ BQ prime. Il faut vérifier que cette formule-là a un sens. Essentiellement, c'est dire vérifier que cette somme-là est finie. Et pourquoi elle est finie? Si j'avais un nombre infini de termes là-dedans, donc là le Q seconde est fixé. Donc si j'avais un nombre infini de termes dans cette somme, okay, mon problème ce serait d'avoir, s'il y a un nombre infini de termes, il y a soit en Q, soit en Q', je peux forcément trouver une suite infinie, croissante ou décroissante. Et si j'ai une suite croissante en Q, ce qui est a priori pas interdit, comme Q' c'est Q seconde moins Q, je vais avoir une suite décroissante en Q', et ça c'est interdit.
vous avez une contradiction, donc ça vous montre que là, il y a bien un nombre fini de termes, donc vous pouvez bien définir la multiplication comme vous voulez, l'inverse par la formule habituelle, etc., etc. Et vous pouvez étendre l'évaluation, parce que l'évaluation, elle est liée au plus petit élément du support. Il y a un plus petit élément du support, justement parce qu'il est bien ordonné. Donc ça marche très très bien. Et donc cet élément qui est là, dans ce corps-là, va vous donner un nouveau point de l'espace de Berkovitch. Et ça, c'est ces points un peu bizarres dont je parlais hier, là, qu'on appelle en général points de type 4, bon, peu importe la terminologie. Je vais en mettre un ici. Et ce qui est curieux dans ce point-là, c'est que lui, ça c'est typiquement un élément qui va correspondre à une intersection de disques, une intersection vide de disques. Précisément, si vous essayez d'écrire alors l'intersection, donc il faut le faire correctement, il faut tronquer la série et mettre le rayon qui correspond. Vous faites somme pour n égale 0 à petit m des t puissance n plus 1 sur n, non n sur n plus 1. Et puis vous placez en rayon exponentiel de moins m sur alors m plus 1 sur m plus 2, peut-être le suivant, quelque chose comme ça. Voilà, cette intersection-là, pour m, pardon, cette intersection-là est vide peut-être dans les séries de Puiseux ou dans son complété. Si vous essayez, en fait, il n'y a pas 1000 façons de construire un point qui appartienne à tous ces disques-là. La façon dont c'est fait les séries, c'est ce truc-là, vous regardez ces disques, c'est des disques emboîtés, ça va vous fixer plus ou moins à chaque fois un terme du développement, le terme suivant, le terme suivant, le terme suivant, et vous construisez petit à petit une série. N'importe quelle série qui appartient à cette intersection de disques, en écrivant à chaque pas ce que ça veut dire appartenir au disque correspondant, vous allez prescrire les premiers termes de son développement, vous allez être obligé de tomber là-dessus, ou sur un truc avec des termes plus grands. Et vous tombez là-dessus et vous voyez bien que ça n'appartient pas à l'endroit où là vous voulez que ça appartienne. Donc là c'est vraiment un exemple explicite, si vous voulez, d'intersection de disques qui est vide dans le corps dans lequel on est parti et qui vous fait pourtant un point de la droite de Berkovitch. Donc c'est ces points-là qui sont un peu étranges, un peu nouveaux, mais qui existent quand même. Voilà. Voilà. Donc on a... alors c'est... je ne sais pas si vous voulez qualifier ça de point concret ou pas. C'est à peu près aussi concret qu'on puisse l'avoir. Bon, avec, en prenant l'habitude de ce genre de choses, ça devient relativement naturel. En tout cas, ça vous montre qu'on peut relativement bien approcher ce type de point. C'est des points de type 4 que vous tous donnés par un corps de Hahn. Ouais, là oui. Oui. En fait, le corps de Hahn, il est sphériquement complet. La preuve est plus ou moins celle que je viens de dire. Hein. Sur ces doubles parenthèses T, là, ça se fait comme ça. On écrit une intersection de disques et ça fixe petit à petit les termes, les premiers termes du développement. Et puis, le truc, c'est que cette condition qui est là, elle va rester vérifiée. Les conditions qui sont au-dessus vont arrêter de marcher à un certain moment parce que vous prenez une intersection décroissante de disques, vous ne connaissez rien sur les rayons. Donc rien peut vous dire que les rayons ne vont pas s'accumuler vers une quantité strictement positive, ce qui vous empêcherait d'avoir cette condition-là. Mais on peut faire la démonstration à la main dans ce cas-là. OK. Ça, c'est la première chose que je voulais ajouter, donc ces exemples de points un tout petit peu bizarres, avec surtout ce qu'il faut retenir, c'est plutôt peut-être les séries de Hahn, donc des exemples un peu exotiques d'extensions non archimédiennes, alors que sur C, ça n'existe absolument pas. Un truc de nature complètement différente. Ok, et juste un mot sur la topologie, parce que voilà, j'ai essayé de vendre ça là, au début de mon exposé comme un des succès de la théorie de Berkovitch, c'est de remettre de la topologie, de la compacité, de la connexité par arc dans le monde non archimédien. Donc la connexité par arc, bon, voilà, j'espère qu'on la voit, disons on la voit sur le dessin, et je vous assure qu'avec ces descriptions explicites-là, vous pouvez vraiment la démontrer. La compacité, bon bah essayons de faire ça. Donc je vais appeler ça théorème si vous voulez. Alors, donc la droite elle-même évidemment n'est pas compacte, on ne s'attend pas à ça, mais si on prend un disque fermé ou l'analogue d'un disque fermé, ça va être compact. Donc autrement dit, faisons-le peut-être pour le disque unité. Donc l'ensemble des points de la droite
Donc quel est l'analogue du disque unité dans le cas de Berkovitch? Bon, bah, j'ai ma variable x, je demande qu'elle soit en valeur absolue plus petite que 1. Donc ça, c'est mon disque unité selon toute définition raisonnable. Et ce que j'affirme, c'est que ça, c'est compact. Okay. Et bon, bah, je vous le démontre rapidement. Alors la première chose qu'on veut faire, c'est une remarque. C'est que donc, là, j'ai tout ça, donc c'est des semi-normes multiplicatives. Une semi-norme multiplicative, c'est donné par sa valeur sur tous les polynômes de k crochet x. Okay. Prenons un polynôme p dans k crochet x. Donc P égale somme des AI x puissance I. D'accord. Lui, je vais l'appeler grand D comme ça, là, mon disque. Si je prends une certaine semi-norme dans D, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la semi-norme appliquée en P, donc c'est, je remplace P par son expression comme somme. Bon, et bien ça, c'est plus petit que le maximum de valeur absolue de AI. Donc valeur absolue de T à la puissance I en X. J'utilise simplement inégalité ultramétrique, multiplicativité de la semi-norme. Okay. Tout cela, la valeur absolue de T, X, ils sont plus petits que 1. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais x se change en t régulièrement. Ok, je reprends. Donc celui-là est plus petit que 1. Donc là, vous voyez que ça, c'est plus petit que le max des AI. Donc vous retrouvez ici, ça, c'était la norme de Gauss. D'accord. 0,1 si on veut, ou la norme de... Je l'avais un peu simplement G hier. Ok. Bon, donc ça, c'est une première remarque. C'est quand vous êtes dans le disque dans ce sens-là, vous avez une borne a priori qui vous est donnée sur P de x. Sur la valeur absolue de P en X, elle est plus petite que la norme de Gauss. OK. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous décrire une application du disque dans un gros produit. C'est un produit indexé par les polynômes. OK. Et qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le segment entre 0 et la norme de Gauss de P. Okay, donc je définis une application comme ça, disons phi. Et qu'est-ce que je fais? À une semi-norme multiplicative comme ça, j'associe sa valeur, la famille de toutes les valeurs qu'elle prend, enfin la valeur qu'elle prend en P. Donc j'associe valeur absolue de P en X indexée par P. D'accord? À une semi-norme, j'associe les valeurs que prennent tous les polynômes sur cette semi-norme-là. Bon, j'ai parfaitement le droit de faire ça. Et ce qu'il faut voir, évidemment, c'est que ça caractérise complètement ma semi-norme. D'accord? Vous y pensez comme vous voulez à une semi-norme, mais c'est une fonction. Elle est donnée, elle est caractérisée par ses valeurs, la valeur qu'elle prend sur tous les polynômes. Donc ce truc-là, c'est certainement injectif. OK? Et puis, donc, la première chose... Alors, phi est injective. Et on peut aussi caractériser son image. D'accord? Là, qu'est-ce que j'ai fait? L'image de... donc j'ai pris toutes les... Bon, là j'ai tout un tas d'éléments. Et quand est-ce que la famille d'éléments qui est là va correspondre à une semi-norme multiplicative? Je peux tout à fait traduire les conditions d'être une semi-norme multiplicative sur les valeurs. D'accord? Donc l'image de phi est donnée par les équations. Un certain nombre, enfin équation, une équation. Conditions, on va dire ça. Alors, pour écrire les conditions, je vais prendre, disons, un élément ici. Là, je vais appeler les coordonnées, je vais appeler les éléments comme ça, là, z indice P, pour P donc accroché X. D'accord, c'est un élément du produit qui est là. Et il faut retraduire les conditions d'être une semi-norme multiplicative dans ce cadre-là. Donc mes équations, c'est simplement ZPQ égale ZP fois ZQ. ZP plus Q plus petit, enfin inférieur ou égal à ZP plus ZQ. Et puis, qu'est-ce que j'avais? Z0 égale 0, Z1 égale 1. En général, Z alpha égale valeur absolue de alpha pour alpha dans K. Bon, ça fait un certain nombre, donc ça c'est pour PQ dans K crochet X. Vous avez un certain nombre de conditions, infinies,
indexé par, je sais pas, les paires de polynômes de K crochet X ou un truc comme ça. Bon, ça fait vraiment plein de conditions, mais peu importe. Vous voyez que c'est des conditions du type fermé quand même. D'accord ? Et là, ça caractérise exactement l'image. Et en fait, donc, phi vous réalise une bijection de D, l'ensemble qui nous intéresse, sur le fermé défini par ça. OK ? Alors après, il va falloir regarder précisément la topologie. Mais si vous comprenez à la fois la topologie de l'espace de Berkovitch, qui est engendrée par ça, et la topologie produit sur l'espace de droite, sur ce produit de segments, vous voyez que c'est la même. Il faut juste dérouler les définitions, c'est rigoureusement la même. D'accord ? Et donc en fait, c'est la même, donc c'est un homéo. Donc phi réalise un homéo de D sur son image. Sur l'image de phi. Et l'image de phi, d'après ce que j'ai écrit là, c'est un fermé de ce gros produit là. Et bien sûr, celui-là, c'est un produit de compact. D'accord ? Et donc c'est un compact par Tikhonov. Et on a fini la preuve. Ok. D'accord ? Bon, donc ça c'est une preuve qui est parfaitement correcte. Et donc qui vous montre que le disque est compact et qui personnellement, moi, m'apporte absolument rien. C'est-à-dire je ne comprends pas du tout pourquoi c'est compact quand je vois cette preuve. Enfin, ça ne me dit pas d'informations. Donc ce qui est plus intéressant peut-être de voir, à la fois oui. Bon, je sais faire la preuve, je peux remplir tous les détails du truc qui est là, c'est pas un problème du tout. Alors il y a toujours cette Tikhonov qui arrive là-bas sur un produit infini avec l'utilisation de l'axiome du choix. On n'aime peut-être pas trop ça en général. Bon, je connais pas vraiment de preuves de la compacité. Alors je connais d'autres preuves de la compacité, mais j'en connais pas sans axiome du choix. Et alors, on peut quand même essayer de se faire une idée. Hein, je répète un petit peu ce que j'ai dit hier de la compacité de ça, en regardant certains voisinages. D'accord ? Donc, pardon ? C'est pas ton théorème, mais c'est de quoi ? sur la compacité séquentielle. Séquentiel, oui, ça. Comment ? Ouais, alors ça c'est des théorèmes plus amusants. C'est un peu plus subtil. Ouais. Effectivement, donc là, donc quelque chose qu'Antoine me force un peu à évoquer, mais qui est caché là-dedans. Non, je vais donner mon exemple et je vais le faire après. D'accord ? Exemple de voisinage, quand même pour essayer de comprendre un peu la topologie. Parce que là, je vous dis, ce truc-là est compact. Alors, ce que ça peut vous dire, donc dire que c'est compact, ça ne vous dit rien, ça ne vous donnera pas un exemple de voisinage. Éventuellement, ça peut vous dire quelque chose de négatif sur la topologie. C'est-à-dire, là, j'ai un arbre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre naturellement comme topologie sur un arbre ? On pourrait dire un voisinage, ce serait un truc comme ça. Je pars d'un point et je prends un petit voisinage sur chacune des branches. Ok ? Bon, le théorème là vous dit que la topologie, c'est pas celle-là. Parce que si vous prenez cette topologie-là, vous n'obtenez pas quelque chose de compact. D'accord ? Vous avez une infinité de branches comme ça. Vous pouvez très facilement vous faire un recouvrement ouvert sans sous-recouvrement fini. D'accord ? Vous prenez un voisinage comme ça, et le reste de chaque branche sur chacune des branches, une infinité, il n'a aucun recouvrement, aucun raffinement non trivial, celui-là, aucun sous-recouvrement non trivial, et c'est perdu. Donc la topologie là-dessus, c'est pas la topologie d'arbre au sens naïf, où on prend juste un petit bout de branche dans chaque direction. Donc au moins vous savez ça. Après, on aimerait quand même savoir un petit peu plus. Donc exemple de voisinage, disons, du point de Gauss, celui qui s'appelle 0,1 sur mon dessin là-haut, là que j'ai commencé à entourer par un faux voisinage. Alors, comment faire ça ? Alors, je vous donne juste une idée rapide. Donc, ce qu'il faut comprendre, la topologie est engendrée par les ensembles de cette forme-là. Donc, il faut comprendre les voisinages de cette forme-là. Après, on prendra des intersections, etc. Ok ? Donc, il faut un polynôme. Alors, supposons que le corps est algébriquement clos pour se simplifier la vie. Je vais juste vous faire un exemple de toute façon. Mon polynôme, vous allez le décomposer en produit de facteurs de degré 1, quelque chose comme ça, produit de t moins alpha i. Et donc, vous allez retrouver avec un voisinage de la forme qui vous est donné par le produit des valeurs absolues de t moins alpha i, compris entre deux bornes, R et S. Bon. Et c'est assez facile de croire, il y a le détail de ça dans les notes, que que ça va contenir un ensemble de cette forme-là, une intersection de voisinage du type
alors RI, T-alpha I. D'accord, si vous fixez des bornes sur chacun des témoins alpha I, vous allez pouvoir vous débrouiller pour que ça entraîne celle-là. Ok. J'imagine que ça ne paraît pas complètement délirant. Et si je mets mes alpha I par ici, là, alpha 1, alors ouais, je peux en mettre un là, alpha 2, alpha 3, etc. Bon, bah, ça va vous fixer des petits voisinages. Alors sur ces branches-là, alors désolé, on ne voit plus le dessous là, mais bon. Donc sur ces branches-là, je vais couper des petits morceaux. Alors, je vais couper, je ne sais pas moi, je vais couper ici, je vais couper ici, je vais couper ici. Bon, et puis bah, j'ai un nombre fini de racines de mon polynôme qui interviennent. Admettons que j'ai 0 comme racine, là, puis je peux couper dans l'autre sens aussi. Bon, donc ça, il va falloir que je coupe. Et puis tout le reste, j'y touche pas. Les alpha I, ils n'interviennent plus là-dedans. Donc ça me dit que les branches qui correspondent aux alpha I restants, par exemple, disons que 1, 2, 3, etc., ils ne sont pas dans ma liste, et ben, il faut que je prenne les branches en entier. Hop là. Donc il y a certaines branches, un nombre fini de branches qui sont coupées, et toutes les autres, ils sont en entier. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est des voisinages très gros. Et si on a des voisinages très gros, bah là on commence à croire un peu à la compacité. D'accord ? Vous prenez un voisinage de ce point-là, il est forcément très gros. Vous avez déjà presque toutes les branches, sauf un nombre fini dedans. Ok. Donc à ce moment-là, vous vous dites, bah oui, là, ce qui reste, peut-être que je vais réussir en effet à le recouvrir par un nombre fini de boules, en répétant le même type d'argument. À mon point que au bord, j'ai presque toutes les branches qui partent de ce point, etc., etc. On se dit qu'on va réussir à aboutir. Bon. Alors, curieusement, moi, j'y crois plus à cet argument-là. Enfin, là, ça m'explique la compacité. Par contre, j'ai jamais réussi à le rendre complètement rigoureux jusqu'au bout. Je ne suis même pas convaincu que ce soit possible, justement parce que, dans l'autre sens, toutes les preuves que je connais de la compacité passent par l'axiome du choix. Donc bon, voilà. Si jamais vous arrivez à rendre ce truc-là complètement rigoureux, ça m'intéresse. Mais bon, voilà. En tout cas, ça donne, je pense, vraiment une idée de ce qui se passe. C'est quel vrai problème? Tu auras le lemme sur les branches, sur les arbres finis. Il faudra que tu dises l'action du choix. Tu auras le lemme prémix qui va tomber là. Enfin, Oui, il y a certainement quelque chose comme ça. C'est une espèce d'arbre qui à tout moment a un fini de deux fois, et toi qui est fini, de branches. Oui, si. Je reviens juste sur le commentaire d'Antoine. Alors, une autre question rigolote qu'on peut se poser, c'est maintenant qu'on a vu la compacité, est-ce qu'on a la compacité séquentielle? Alors, vous prenez une suite. Parce que oui, ce que j'ai pas dit, et je ne l'ai pas dit parce que c'est faux en général, c'est que ces espaces-là ne sont pas maîtrisables en général. D'accord ? Notamment, vous partez d'un point ici, là on est sur C double parenthèse T, vous voyez qu'il y a vraiment un nombre infini de branches qui partent de ce point. Éventuellement infini non dénombrable. Par exemple, là, dans C double parenthèse T, tous les points de C vont être au bout des branches. Donc ça, ce genre d'argument, ça part pas bien pour de la maîtrisabilité, qui est quand même un truc intrinsèquement, il y a du dénombrable dans la maîtrisabilité. Donc ça marche, enfin, tous les points ont des bases de voisinage dénombrables. Et donc cet espace-là, il n'est pas maîtrisable. En revanche, ça peut se faire à la main sur cet exemple-là, c'est rigolo. Vous pouvez vérifier que le disque, comme ça, donc vous coupez cet endroit-là, boum, et il est séquentiellement compact. C'est-à-dire vous prenez une suite, vous allez toujours trouver une sous-suite qui converge. Alors le truc marrant, c'est que l'argument que je donnais sur le nombre infini de branches, il ne marche plus. Il vous fait pas un contre-exemple à la compacité séquentielle. Si vous prenez un point au bout d'une branche, un point au bout d'une branche, un point au bout d'une branche, si vous faites varier comme ça votre point en prenant vraiment un point par branche, en fait, alors contrairement à l'intuition peut-être, c'est une suite convergente. Elle converge vers ce point de Gauss, vers cette sorte de point générique. Et on peut donner même des versions très fortes de ça, notamment il y a un théorème d'Antoine qui vous raconte ce genre de choses. Si vous faites des suites comme ça de racines de l'unité, voilà, la mesure limite associée à ces trucs-là va converger vers la mesure sur le point de Gauss. Et l'analogue complexe, en complexe, on convergerait vers la mesure de R sur le cercle. Donc c'est assez marrant d'observer ça. Juste une petite remarque en passant. Ok. Bien, donc là, normalement, ce que je vous ai raconté, ça vous dit qu'on a quand même une situation non archimédienne qui est beaucoup plus proche de la situation complexe dans ce sens-là. On a récupéré un espace qui est à la fois connexe par arc et compact. Okay. Donc c'est satisfaisant du point de vue du point de vue de la géométrie. Et pour essayer de faire un peu d'analyse et de fonctions homomorphes, c'est très utile. Ok ? Bon. Alors. Bien.
Alors, donc là, le but de mes exposés, là, c'était un peu ambitieux, c'était de vous expliquer ça. Donc ça, bon, considérons que j'ai fini, il y a beaucoup plus de choses dans les notes, mais j'imagine qu'au moins cette introduction là vous aura rendu les notes un petit peu plus accessibles. Le but maintenant, c'est de vous présenter, alors bon, c'est bien joli de voir un espace et de dire « Ah bah, il a de belles propriétés », mais on a envie d'en faire quelque chose. Et ce que je voulais vous présenter maintenant, c'est une application de ça. À quoi peuvent nous servir ces bonnes propriétés topologiques? Donc je vais essayer de faire ça du mieux que je peux dans le temps qui me reste. Donc je vais brillamment aborder ma partie 2, qui va s'appeler dynamique polynomiale en dimension 2. Alors, hop. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va être un théorème que je vais présenter sur C, enfin qui se présente sur C, et qu'on va démontrer par des techniques d'analyse ultramétrique, enfin de géométrie ultramétrique, de géométrie de Berkovitch. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres preuves que ça. Alors, quel est le cadre? Le cadre, c'est un peu le même que celui de Serge, mais en dimension 2. Donc je prends un endomorphisme polynomial de C2. Donc disons F, endomorphisme polynomial de C2. Donc moi c'est juste un endomorphisme. Donc F va de C2 dans C2 et a un couple de variables à xy, il associe F1 de xy F2 de xy, où F1 et F2 sont des polynômes, en 2 variables. Ok ? Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer, donc ça fait un système dynamique, si vous voulez, et ce qui m'intéresse, c'est d'étudier le comportement de cet endomorphisme-là au voisinage d'un point fixe. Alors, je vais supposer qu'il y a un point fixe, et puis, voilà, quitte à translater, à changer de coordonnées, etc., on peut toujours supposer que le point fixe, c'est 0. Donc, je vais supposer que, supposons que f de 0, 0, c'est 0, 0. Autrement dit, les polynômes f1 et f2 s'annulent en 0, 0. Ok ? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour étudier comme ça un endomorphisme polynomial au voisinage d'un point fixe ? Bon, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de linéariser, de regarder la jacobienne, si vous voulez, et en général, ça va déjà nous donner pas mal d'informations. Okay. Donc, le cas général, disons, ce serait que, enfin, ou général, générique, je ne sais pas. En général, vous regardez la jacobienne et on va dire, elle va avoir 2 valeurs propres distinctes. Okay. Donc, vous allez pouvoir diagonaliser la matrice. Donc, autrement dit, quitte à faire un changement de base, vous allez vous ramener à quelque chose du type à une matrice comme ça. Okay. Avec lambda 1 et lambda 2 différents. Et puis, quand vous allez itérer, à conjugaison près, vous allez avoir un truc qui vous dit que donc, f puissance n, donc l'itéré nème, donc ça c'est une itérée, hein, ressemble à une partie linéaire, mais qui va contrôler essentiellement tout ce qui se passe, à conjugaison près à ce truc-là. Donc ressemble à ce truc-là à la puissance n. Donc lambda 1 puissance n, lambda 2 puissance n. Bon. Ça marche bien. Donc ça vous dit que vous prenez un point au voisinage de 0, là, il va converger plus ou moins comme lambda. Alors il faut prendre le minimum en valeur absolue de lambda 1 et de lambda 2. Donc il va converger le maximum, pardon. Enfin bref, vous estimez à partir de ça la vitesse de convergence vers le point 0, comme une certaine puissance d'une valeur propre, de la plus grande valeur propre. Comment ? Ouais, je vais supposer que le point... Oui, j'ai pas supposé qu'il était attractif, oui. Ok. Oui, non, ok. D'accord. Effectivement, attractif. On va supposer que... Pardon, oui. Il ne faut pas que je raconte n'importe quoi, mais oui, c'est ça. Oui. Les 2 valeurs propres, on va les supposer de... Bon. Je passe assez vite, de toute façon, c'est pas vraiment ce que je veux raconter. Je veux raconter un cas... Donc là, l'idée, c'est de dire qu'on comprend. Non ? Tant pis. Pas mal. Voilà, donc l'idée c'est de dire que ça c'est le cas qu'on comprend. Alors ce qu'on va avoir plus de mal à comprendre, c'est contrairement aux apparences, quand ça va encore plus vite que ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire que les 2 valeurs propres vont être nulles. Enfin, d'accord, un cas où ça converge encore plus vite et on aimerait comprendre quelque chose, c'est celui-là. Donc c'est la question qui m'intéresse là. Donc que se passe-t-il
Alors que se passe-t-il? C'est un peu vague, hein, évidemment. Mais bon. Si lambda 1 égale lambda 2 égale 0, ok, bon bah d'accord, la jacobienne est nulle, elle vous donne absolument aucune information. Donc c'est le cas qu'on appelle super attractif, donc c'est censé aller très très vite vers 0, mais comment? Alors, on peut quand même essayer d'introduire quelque chose qui devrait nous permettre de répondre à ça. C'est, donc je vais introduire oui, donc là je suis un papier de Favre et Johnson. Donc ils appellent ça le taux d'attraction. Donc pour, donc C de F1, ça va être le plus petit, c'est donc le minimum des degrés, minimum des degrés non nuls des monômes de F1. D'accord, donc la somme des degrés en x et en y, vous prenez le plus petit, ok, et ça on a l'impression que, bah, effectivement, donc si, je sais pas, il y a un xy par exemple dans F1, bah, on a bien l'impression que quand on prend un point assez petit, ça devrait converger vers 0 comme R carré, quelque chose comme ça. Donc ça doit être plus ou moins gouverné par ça. Donc vous avez C de F1, vous avez C de F2, et puis vous avez C de F qui est le minimum des deux. Bon. D'accord, je pense que ce truc-là, on est, voilà, intuitivement, ce truc-là doit gouverner quand même, alors au moins la vitesse de convergence vers 0 pour F. Après, on a envie de regarder ce qui se passe pour les itérer. Alors avant de faire ça, je vais vous faire un exemple. Qu'est-ce qui peut se produire? Donc le cas le plus sympathique à regarder, c'est celui-là, sans doute. Donc je vais prendre F qui a xy associe y, virgule, x fois y. Ok. Alors ça ressemble beaucoup à un exemple que Serge donnait, mais moi je ne m'intéresse pas au degré, c'est-à-dire au plus grand degré, mais plutôt au plus petit degré. Alors, f carré, qu'est-ce qui fait f carré? Bon, j'enlève le début. Alors, donc la coordonnée que je mets là, c'est la deuxième, donc ça c'est facile, je recopie x, y, et puis ensuite je prends le produit des coordonnées, le produit des facteurs. Donc là j'ai x, y carré. Donc là, mon c de f, c'est quoi ici? Bah, c'est 1, le plus petit degré qui intervient, c'est 1. Ici, le plus petit degré qui intervient, c'est 2, sur la première coordonnée. Si je fais du f cube, je recopie la deuxième coordonnée, xy carré, je fais le produit des deux, x2, y3. C de f cube égale 3. Allez, j'en fais encore un ou deux pour le plaisir. Donc là, j'ai x2, y3, ça fait du x3, y5. Et si je continue, ça fait du x3, y5, x5, y8. Ok, et là, je suis sûr que vous voyez tout ce qui se passe. Ok, donc là, je vais 1, 2, 3, 5, 8. Et qu'est-ce qu'on trouve comme suite de taux d'attraction? On trouve voilà, les termes de la suite de Fibonacci, alors à un décalage près, en fonction de ce que vous voulez. Ok, bon, donc on trouve un truc voilà, plutôt amusant. Ouais, je peux le mettre là. Et en particulier, ce qu'on voit, et c'est ça l'invariant qu'on va considérer, c'est que la quantité C de Fn à la puissance 1 sur n, ça converge. Et ça converge vers quoi? Vers le nombre d'or. 1 plus racine de 5 sur 2. D'accord? Vous écrivez suite récurrente linéaire, bon, vous savez faire ça. Okay. Donc on trouve, et alors donc là, déjà, bon, alors ça converge vers quelque chose qui est, première chose, c'est ça converge, c'est pas forcément complètement évident. Et puis ça converge vers quelque chose de plutôt sympathique, c'est pas un nombre réel arbitraire, pris au hasard, on s'attendrait plutôt à trouver un transcendant. On trouve un nombre, qu'on connaît bien et qu'on aime bien, bon, mais disons en tout cas il est algébrique de degré 2 par exemple, parmi les propriétés qu'on voudrait. Et le théorème de Favre et Johnson vous dit que en fait, c'est toujours le cas. Cette quantité-là, elle converge toujours, et sa limite, c'est toujours un nombre algébrique de degré 1 ou 2. Un rationnel ou un algébrique de degré 2. Ok. Alors, il me reste plus ou moins un quart d'heure pour essayer de vous expliquer pourquoi, pardon. Alors,
ça va être un peu court pour vous faire tous les détails, mais je vais quand même essayer de vous donner une esquisse de la preuve, essayer de vous faire comprendre où interviennent les espaces de Berkovitch. Alors, avant de... oui, pardon, ouais, une petite remarque au passage, enfin qui est un peu plus qu'une remarque, c'est que ces quantités C, là, ces taux d'attraction que j'ai définis ici, ils se composent relativement bien. D'accord ? Donc si vous composez des polynômes, enfin, ou alors là, bon, là j'ai mon f qui est mon endomorphisme polynomial, disons que je vais composer, alors je vais prendre C de Fn plus m, que je vois comme le C de Fn rond Fm. D'accord ? Donc là, là-dedans, donc c'est les plus petits degrés de Fn, et à l'intérieur de Fn, vous injectez le Fm, vous mettez les plus petits degrés là-dedans. Bon, ben en fait, vous avez un petit calcul va vous montrer que si vous mettez le plus petit degré de celui-là à l'intérieur de celui-là, il faut faire le calcul dans le bon sens, mais c'est... donc ça, j'ai un plus petit degré, c'est plus petit, non ? Alors, au moins ça peut... Oui, au moins. Okay. Donc vous avez une suite de ce type-là, d'accord ? C'est le truc classique de multiplicativité des degrés, il faut juste regarder dans quel sens peuvent se passer les compensations. Et ça vous implique, par un argument relativement classique, que cette suite-là converge vers une quantité que on va appeler C infini de f, qu'ils appellent le taux de rattraction asymptotique. Okay. Bon, donc la convergence, c'est un truc facile, ça se vérifie à la main. L'algébricité, comme on s'en doute un peu, c'est un peu plus compliqué. Là, tu veux montrer que les limites, c'est algébrique. Je vais montrer que oui, c'est ça. Algébrique, oui, bah, je peux énoncer le théorème, ça fera pas de mal, ouais. Donc théorème de Favre-Johnson. Ça veut dire que C infini de f est algébrique sur Q de degré inférieur à 2. C'est même un peu mieux qu'algébrique sur Q, c'est vraiment un entier algébrique qui a un polynôme annulateur à coefficient dans Z. Bon, unitaire à coefficient dans Z. Peu importe. Alors, et la surprise, c'est que pour démontrer ça, il passe par des espaces de Berkovitch. Alors, je vais vous donner la stratégie générale de la preuve, sans pouvoir vraiment rentrer dans les détails. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'on est parti, donc oui, il y a une petite complication, qui est que je suis parti de la dimension 2, je vous ai présenté un espace de Berkovitch en dimension 1. Donc ça ne cadre pas bien, on peut faire des espaces de Berkovitch en dimension 2. Donc, on peut définir la droite de Berkovitch sur K. Alors ici, je vais prendre mon corps, alors attention, ici, K, ça va être le corps C muni de la valuation triviale. D'accord ? Vous voulez faire C, mais en non archimédien. OK. Et je prends donc en dimension 2. Donc là, c'est simplement l'ensemble. Alors la définition, j'ai essentiellement qu'à la recopier. Mais au lieu de prendre des polynômes, je veux faire de la dimension 2. Donc au lieu de prendre des polynômes en une variable, je prends des polynômes en deux variables. Et puis, donc je demande que ce soit une semi-norme multiplicative, une semi-valeur absolue, comme disait Antoine, si vous voulez. Pardon, ça c'était un C. Donc qui induit la valeur absolue triviale sur C. Ok ? Bon. La définition est la même en fait. Je vous l'ai présentée en une variable hier pour essayer de rendre les choses un peu plus concrètes. La définition, vous pouvez la donner en n variables si ça vous amuse, c'est pas un problème. Là par contre, décrire l'espace, c'est beaucoup plus compliqué évidemment. Mais voilà, on va pas. Alors, c'est beaucoup plus compliqué, sauf justement dans le cas où le corps est trivialement évalué, où on peut encore plus ou moins s'en sortir. Très bien. Donc ce que je dois vous expliquer maintenant, c'est donc j'avais un endomorphisme de C2, j'ai envie d'obtenir un endomorphisme de mon plan de Berkovitch. Okay. Et en fait, avec cette définition-là, vous allez voir que ça se fait naturellement. Donc j'ai F là qui agit sur C2, donc qui agit sur C2 polynomialement. Bon. Et alors,
vous voyez que là, les éléments de l'espace de Berkovitch là, sont définis à partir de polynômes en 2 variables. Donc de mon endomorphisme, il faut que j'en fasse quelque chose sur un autre polynôme. Donc je vais définir, donc le f là c'était, il avait 2 coordonnées f1, f2. Et je vais définir, disons, une version algébrique de A qui va aller de C crochet XY dans C crochet XY. Bon. Et comment vous faites? Vous envoyez grand X sur le polynôme F1 de XY, grand Y sur le polynôme F2 de XY. Si vous voulez une formule complète, à un polynôme RXY, vous associez le polynôme R de F1 de XY, F2 de XY. Bon. Ok. Rien de particulièrement exceptionnel. Et ce qui est pratique, c'est que maintenant, à partir de cette version algébrique de l'endomorphisme, je peux faire une version Berkovitch de l'endomorphisme. Comment? Je prends un point de l'espace de Berkovitch, donc c'est une semi-norme multiplicative sur C crochet XY, donc c'est quelque chose qui va de C crochet XY dans R+. Ok. Donc j'ai un point ici, et si je compose, ça va me faire un nouveau point. Et c'est ce nouveau... ça va faire hop là. Et celle-là, c'est le F, alors je vais appeler ça F analytique de X. D'accord? Donc c'est simplement, je compose avec l'endomorphisme polynomial que j'avais. Okay. C'est quelque chose en fait de tout à fait concret. Par exemple, je peux vous montrer comment on calcule les images la valeur absolue ou la semi-norme des variables. Si je veux regarder, alors faisons ça, donc je prends x que vaut la variable x calculée donc sur la semi-norme associée à f de x, à l'image de x. Bon. Et je dis que en fait, c'est la semi-norme sur x, mais calculée non plus sur le polynôme grand X, mais sur l'image de grand X. L'image de grand X, c'est le polynôme f1. Okay, donc la définition me dit que c'est simplement, c'est ça, c'est la valeur de la semi-norme en x sur f1. Pour la coordonnée y, c'est la valeur de la semi-norme en x sur f2. Ok. Bon. Et donc cette recette-là, elle vous fait une action de un certain f_an qui va agir sur la droite de Berkovitch sur C. Ok. Et vous pouvez vraiment calculer avec ce truc-là. Comment? C'est une droite qui est un plan, probablement. Oui, c'est sur le plan de Berkovitch, merci. Oui. C'est plutôt raisonnant. Oui, on est parti d'une action sur un plan complexe. Vous avez naturellement aussi une action sur un plan de Berkovitch. Et alors, en fait, on a un tout petit peu mieux. En fait, le plan ne nous intéresse pas tant que ça. On ne veut pas regarder tout le plan. Ce qui nous intéresse, c'était ce qui se passe au voisinage de 0, 0. Et c'est ça un petit peu le miracle non archimédien, c'est que le non archimédien vous permet de faire une sorte de zoom sur ce qui se passe en 0. Donc en fait, ce que je veux regarder à l'intérieur de ça, c'est le disque unité ouvert. Je vais noter comme ça. Donc c'est l'ensemble des valeurs absolues, donc des semi-normes x là, telles que donc la première coordonnée est strictement plus petite que 1, la deuxième coordonnée est strictement plus petite que 1. Ok. Et définition raisonnable de disque ouvert. Et ce que j'affirme, c'est que en fait, f_an agit sur ce disque ouvert là. Alors pourquoi? Donc je prends un point, je vous le fais avec les mains, je prends un point petit x, tel que la valeur absolue de grand X, la valeur absolue de y, sont toutes les deux strictement plus petites que 1. Je veux montrer qu'en l'image, c'est encore strictement plus petite que 1. Donc les images, c'est ça et ça, mais alors f_1, c'est un polynôme à coefficient dans C qui s'annule en 0. D'accord? Donc il n'y a que des puissances de x et que des puissances de y. Ces puissances de x et de y sont toutes plus petites que 1 strictement. Les coefficients, comme je suis sur C avec la valeur absolue triviale, ils sont de valeur absolue 0 ou 1. D'accord? Et l'inégalité ultramétrique, là, vous dit que ce truc-là est plus petit que le maximum, donc c'est forcément strictement plus petit que 1. Pareil pour l'autre coordonnée. Donc ça agit bien effectivement sur ce disque unité. Ok? Donc ça, c'est rigolo. Et ce qui est vraiment amusant, enfin, de mon point de vue, c'est que là-dedans, qu'est-ce qu'il y a comme point de C carré là-dedans? Dans ce disque ultramétrique, il y en a un seul, c'est le point 0, 0.
Vous prenez un point AB comme ça, AB dans C2, qui appartient à ce disque-là, bah, ça vous dit que la valeur absolue de A doit être strictement plus petite que 1, mais comme la valeur absolue est triviale, ça vous dit que A est 0. La valeur absolue de B doit être strictement plus petite que 1, donc elle est 0 aussi. Donc ce truc-là appartient à ça, si et seulement si. AB, c'est 0, 0. D'accord ? Donc vous avez fait une sorte de zoom non archimédien sur le point 0, 0. Le seul vrai point, entre guillemets, que vous avez, c'est le point 0, 0. Par contre, l'espace est énorme. En termes non archimédiens, vous avez toute une famille d'arbres dedans. Là. Donc les arbres réels que je dessinais tout à l'heure. Donc c'est vraiment très très gros. Donc normalement, on se dit qu'on va pouvoir en tirer quelque chose. En tout cas, on espère. Et donc on a au moins cette action-là. Alors, et à partir de cette action, eh ben, il faut essayer de dire des choses. Et je pense qu'en quelques minutes, je peux quand même vous expliquer la stratégie générale. Alors, avant de faire ça, je vous dis un tout petit peu plus sur la structure de cet espace-là. Donc ça, c'est une sorte Là, je vais dire un truc qui est assez spécifique à l'évaluation triviale, c'est de la magie spécifique à l'évaluation triviale, qui malheureusement disparaît pour les autres corps. Mais donc là, la remarque, il y a une remarque amusante là, sur l'évaluation triviale, c'est que si vous prenez un point dans le disque unité ouvert, là, alors, pour tout epsilon strictement positif, bah, vous pouvez prendre cette semi-norme et l'élever à la puissance epsilon, d'accord ? Et bah, c'est encore une semi-norme multiplicative. Et elle induit toujours la valeur absolue triviale sur C, donc ça vous fait un nouveau point de ce disque ouvert. D'accord ? Alors en général, un truc comme ça, c'est complètement faux. Déjà, vous risquez de changer la valeur absolue sur le corps de base. Il se trouve que la valeur absolue triviale, elle est stable par puissance. Et puis ça ne marche pas bien pour les valeurs absolues archimédiennes, parce que l'inégalité triangulaire classique, elle n'est pas stable par ce genre de truc. Si vous essayez de prendre la valeur absolue usuelle de l'élever au carré, ça ne marche plus. Vous perdez une inégalité triangulaire. Mais l'inégalité triangulaire renforcée, là, avec les max, bah, elle, vous pouvez l'élever à la puissance epsilon et il lui arrive rien. Enfin, vous allez préserver plutôt. Donc on a ce truc-là. Donc ça, c'est relativement pratique parce que vous pouvez jouer avec ce facteur epsilon, là, et ça vous permet en quelque sorte de normaliser ce que vous voulez. Là, vous voyez que j'ai deux coordonnées x, y, toutes les deux strictement plus petites que 1. Admettons qu'elles ne soient pas toutes les deux nulles, sinon j'ai juste un point, c'est pas très drôle. Bah, je peux normaliser pour... voilà. On peut fixer, donc j'ai envie de fixer ça, c'est une sorte d'espace normalisé. Donc je vais l'appeler N, comme espace normalisé. Donc ça va être le sous-ensemble des semi-normes, tel que alors le max de la valeur absolue de x et de y, ce soit... je vais fixer la normalisation 1 sur E, là, comme pour les séries de Laurent. Okay. Et voilà. Et alors cet espace-là, si vous comprenez cet espace-là, ce que je vous dis au-dessus, c'est qu'essentiellement vous comprenez tout l'espace. Parce que vous partez de n'importe quel point, quitte à faire cette opération de puissance, vous allez pouvoir le ramener là-dedans. Donc vous avez en fait, c'est une famille d'espaces n, paramétré par, enfin l'espace là, vous pouvez le voir comme alors, le point 0, 0 qui est à part, et un espace n croît l'action du epsilon, donc croît un certain R plus étoile. Donc ce truc-là ressemble quand même beaucoup à c'est une famille d'arbres, une famille réelle d'arbres réels, si vous voulez. Un peu compliqué à comprendre, mais bon, on va s'en sortir. Et le lemme, c'est que celui-là, c'est en fait un espace de dimension 1 caché. D'accord. Donc le lemme vous dit que n, c'est quoi ? Alors c'est l'ensemble des... alors je peux l'écrire comme ça. L'ensemble des x dans la droite de Berkovitch, non pas sur C, mais sur C double parenthèse x, avec, donc ici je vais prendre une variable y, donc telle que y soit plus petit que 1 sur E, union la même chose, en inversant le x et le y. Je vais mettre des z là peut-être. Non. Non. Ça, alors oui, égal, j'abuse, hein, s'identifie à quelque chose comme ça. Hein, non, j'ajoute juste un mot là-dessus, donc pareil.
Non, c'est ça ce qui est amusant, c'est que cette partie du plan s'identifie en fait à une réunion de deux droites, mais plus sur des corps trivialement valués, mais sur des corps plus gros. Et bon, il y a au moins un sens qui est relativement bête. Prenons un point ici, là. Hop. Donc un point ici, c'est quoi? C'est une semi-norme multiplicative sur C double parenthèse X, crochet Y. D'accord? Donc c'est une semi-norme là-dessus. Et donc, moi, je prétends que je peux lui associer un point de n. OK? Comment je fais? Un point de n, bah, c'est un point du plan, donc c'est une semi-norme sur C crochet XY. Bon, bah, on voit bien d'où ça va venir. On compose simplement, ou on restreint, si vous voulez, la semi-norme à l'anneau de polynôme C crochet XY qui s'inclut dans les polynômes sur les séries de Laurent. D'accord? Et réciproquement, bah, ça va fonctionner. Si vous partez d'un polynôme, d'une valeur absolue sur les polynômes comme ça, vous allez avoir, supposons que la valeur absolue de x soit 1 sur e, à ce moment-là, bah, vous pouvez inverser le x qui va être non nul, compléter par rapport à cette valeur absolue et vous vous retrouvez là-dedans. D'accord? Donc là, je vous ai fait juste un sens, et ce truc-là est vrai. Et donc cette sorte de tranche-là de mon disque de dimension 2, en fait, ressemble à une copie de deux disques, mais sur des corps plus gros. C'est pas grave, parce que hier, ce que j'ai fait juste avant, là, on a étudié les droites sur n'importe quel corps, ou les disques sur n'importe quel corps. Donc en particulier, la conséquence de ce truc-là, c'est là où je veux en venir, c'est qu'en particulier, n est, a une structure d'arbres réels. Les deux là sont des arbres réels. Il faut regarder comment ils se mettent ensemble, mais ils se mettent ensemble bien. Est un arbre réel compact. Ces deux là, c'est des disques. Donc c'est des arbres réels compacts. Vous mettez ensemble deux arbres réels compacts et vous allez avoir, sur leur bord essentiellement, vous allez avoir un arbre réel compact. Okay. Et ouais, je prends 5 minutes peut-être pour finir ça. Donc j'ai cet arbre réel compact. Et comment? C'est topologique. Oui, c'est un homéo. Ouais. Oui, la topologie est. Oui. C'est très direct sur la définition qu'elle a, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai un arbre réel compact. Et alors, ce que j'avais jusqu'ici, c'est, il est encore là, lui, voilà. C'est une action de F_an sur le disque qui est ici. Et ce qu'on va pouvoir faire en bricolant un petit peu avec cette opération d'élévation à la puissance epsilon là, que je vous ai introduite, c'est d'en déduire une action sur n. Ok. Alors, je vais poser donc pour x, donc je prends x dans n. Alors, j'ai envie de regarder la quantité que je vais appeler m de f de x, donc qui serait le max de la valeur absolue de f1 de x. Non, je ne les note pas comme ça. De f1 de x et de... non, enfin si de x, ouais, allez. De x en f de x et de y en f de x. Hop. Donc je vais supposer que ça... supposons que ce truc-là est strict. Donc si ce m de f de x est strictement positif, ce qui va être le cas en général, sauf si on tombe sur le point 0, alors, ce que j'affirme, c'est que je peux prendre ce point-là associé à la puissance, à l'image f de x. Il y a des f_an partout, là, je vais oublier un petit peu. Celui-là, a priori, il n'est pas dans le n, parce qu'il n'y a aucune raison que je tombe sur un truc qui soit normalisé comme je voulais, mais je peux l'y ramener. Il suffit de l'élever à la puissance, normalement c'est ça, moins 1 sur le log de cette quantité-là. Ok, et donc ce que j'affirme, c'est que ça appartient encore à n. Okay. Et le truc sympa, c'est que toute la topologie de Berkovitch, etc., elle vous fait que cette application f de x, elle est continue, que ces applications-là, elles sont continues en fonction de x. L'élévation à la puissance, c'est aussi continu. Donc d'où vous allez trouver une action continue de n dans n, donc qui a à mon x, là, on associe
Fn de x à la puissance moins 1 sur log truc, là. Ok, donc ça, c'est continu. Ok. Donc là, à partir de ça, donc et c'est ça le point, c'est ça vraiment voilà, le point clé de la preuve. À partir de là, on va pouvoir commencer à travailler. Donc travailler et je vous fais. Alors il y a 3 grandes étapes. La première, c'est que phi possède un point fixe. Disons un point fixe Z0. Okay. En fait, c'est un truc complètement général sur les arbres réels compacts. Vous pouvez le faire, alors ça se démontre, donc je l'ai fait dans les notes, ça se fait vraiment à la main. Donc vous prenez une application continue d'un arbre réel compact dans un arbre réel compact, elle a toujours un point fixe. Alors c'est assez facile de le voir sur un arbre fini, vous pouvez le faire par récurrence, sur le nombre d'arêtes. Le cas de base, c'est il y a une arête, c'est un segment. Vous avez une application continue d'un segment dans lui-même, ben ça on sait bien qu'il y a un point fixe sur ce truc-là. Et puis vous rajoutez segment par segment, vous allez rajouter des points fixes, ça marche très bien. Et puis après il faut écrire votre grand arbre réel comme une exhaustion par des arbres finis. Et puis c'est un argument de compacité assez sympathique. Hein. Si vous avez des points fixes qui se correspondent, vous allez avoir l'ensemble des points fixes, c'est certains fermés. Donc vous allez avoir des intersections de fermés. Vous pouvez vérifier que les intersections finies sont toutes non vides. Donc il y aura un point dans l'intersection globale par compacité. Et donc ça va vous faire un point fixe. C'est assez sympathique. Et à partir de ce point fixe Z0, bah, vous pouvez vérifier que alors la quantité qui est là-haut, c'est celle-là ou c'est son log non, ça va être le log de celle-là. Donc le log de m de Z0, là, ou m de Z0, est algébrique 2 degrés plus petit que 2. Ok. Ça vous donne, enfin le fait que ce soit un point fixe vous permet de comparer les valeurs en Z0 et en f de Z0. Et puis vous allez avoir une matrice de 2 qui relie ces trucs-là. Et vous allez voir que ça, c'est forcément une de ces valeurs propres, donc un élément algébrique de degré 2. Et puis, voilà. Et le 3, c'est de relier ce truc-là, c'est montrer que cette quantité-là est rien d'autre que l'élément qu'on cherchait. Okay. Bon. Comment ? Il y a plusieurs points fixes. Il peut y avoir plusieurs points fixes. Non, s'il y a plusieurs points fixes, l'étude elle est vraiment complètement différente sur les points fixes différents. Il n'y a pas, non, il n'y a pas de raison qu'il se passe quoi que ce soit de. Enfin, j'en sais rien. Comme ça, en tout cas, je vois pas du tout pourquoi. Et voilà. Bon, donc le nœud de. Voilà. Bon. Donc ça, c'est les points 1, 2, 3 qui vous décrivent en gros la stratégie. Là, les points les plus sympathiques, c'est les 1 et 2. Je suis désolé d'être un peu court pour vous raconter ça. Mais voilà, n'hésitez pas à jeter un œil. Hein ? C'est dans les notes, c'est ça, voilà. Espérons que c'est voilà, que ça vous poussera à aller regarder comment c'est fait. C'est un petit argument tout à fait tranquille, le 2, avec un petit peu d'algèbre linéaire. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, donc avec cette application, voilà, Berkovich. Merci Jérôme. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. J'ai 2 questions. La première, c'est que ta preuve, elle a l'air très dimension 2 pour te ramener à un arbre à la fin. On sait si le résultat est lui-même complexe, on sait qu'il est faux en dimension plus grande ou on ne sait pas. Je pense qu'on ne sait rien. Oui, donc on y arrive pas. Je pense qu'on ne sait rien. J'ai posé la question à Charles Favre là, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit ouais, on a essayé plein de trucs en dimension plus grande et on ne sait pas. Il m'a dit peut-être que les trucs récents que j'ai fait avec Bach peuvent permettre de faire la dimension 3. Mais voilà, c'est une ligne dans un mail, donc bon, t'en fais ce que tu veux, mais c'est... en tout cas, ce qui est assez clair, c'est qu'il n'y a rien de connu. Après, voilà, le truc, c'est que la stratégie, il y a une grosse partie de la stratégie qu'on pourrait espérer faire marcher. Alors, à commencer par ça, c'est tentant. Donc, le fait qu'il y ait une action sur un disque ouvert, ça, il n'y a pas de problème.
Le fait qu'il y ait un point fixe, ça déjà j'en sais rien. Est-ce que si on prend un disque de dimension n Berkovich compact, est-ce que tout endomorphisme continu ou toute fonction a un point fixe? Je sais pas. Voilà, je sais pas. Donc c'est vrai sur un disque compact, complexe, on sait ça. Je sais pas. Curieusement, c'est une question très naturelle. Je ne me semble pas l'avoir vu passer. Je n'ai pas de résultat là-dessus. J'ai demandé à Antoine et Serge qui n'avaient pas l'air de savoir plus que moi hier. Si. Bon, voilà. Mais ça, bon, moi j'ai tendance à y croire. Alors après, là-dessus, algébrique, donc là j'ai pas trop dit, enfin, j'ai même pas dit du tout comment ça se faisait. C'est très lié en fait au groupe des valeurs du point Z0, d'accord? Donc il faut regarder l'image de ce truc-là, là. L'image de ça. Alors là, comme on est en dimension 2, alors au pire, donc là, ouais, il faut regarder cette présentation-là en tête. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme valeur absolue? J'ai la valeur absolue du x qui intervient, qui me fait des puissances de E. Donc j'ai un E puissance Z là-dedans, si on veut. Et puis, j'ai une variable de plus qui va éventuellement contribuer à quelque chose de plus aussi. Donc un certain petit r, c'est comme dans ma notation, la max des CI, R puissance I d'IR, un petit r puissance Z ou puissance Q, ça n'a pas d'importance, je vais mettre un Z. Okay. Et il faut regarder. En fait, ce qui se passe, hein, c'est que je vais avoir un élément, enfin des éléments ici, un petit e, un petit r. Je vais les élever à cette puissance-là. C'est exactement l'opération que je fais ici. Et comme je retrouve le même point, c'est un point fixe, bah, ça me dit que donc j'ai ce e à la puissance c là qui s'écrit, qui appartient à EZ RZ. J'ai ce r à la puissance c qui appartient à EZ RZ. Vous mettez un log dans tout ça. Et ça vous dit que le C, en fait, est valeur propre d'une certaine matrice de 2. Donc les coefficients sont là, 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 avec vecteur propre ER, et une valeur propre d'une matrice de 2 à coefficient dans Z, bah, c'est un nombre algébrique de degré 2. C'est vraiment ce qui se passe ici. D'accord? Donc ça, c'est... Vraiment un anti-algébrique. Et c'est un anti-algébrique. C'est un anti-algébrique, c'est juste que la façon dont... Enfin, là, je fais tout avec les mains. C'est facile de dire anti-algébrique, comme je démontre rien. Et en plus, c'est vrai, dans les notes, j'ai essayé de le faire un peu plus précisément, sans vouloir vous assommer avec des détails purement Berkovich. Donc, je démontre que nombre algébrique dans les notes, de degré 2 sur Q. Et c'est de degré 2 sur Z, oui. Bref, et voilà. Mais donc, et ça, ce truc-là, donc en dimension 3, par exemple, bah, il faudrait rajouter un paramètre de plus, et on aurait une valeur propre d'une matrice 3,3. OK. Donc ça marche. Et ce qui n'est pas complètement évident, donc point fixe, je ne sais pas, j'y crois, personnellement. Ça, je ne sais pas. Si, ça je sais, ça c'est facile. et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Il y a un point où on trouve exactement le C de F. C'est le point, le point maximum où on calcule, et il faut relier ce qui se passe au point maximum à ce point-là quelconque. Et le truc, c'est que ce qu'on sait bien faire, c'est quand on est sur un des points de Gauss en dimension 1. Des points de Gauss en dimension 1, il y en a beaucoup, il y en a presque partout, sauf sur les feuilles. Et puis, donc on a quand même de grandes chances de tomber sur un point de Gauss. Si on tombe sur un point de Gauss, ça va. En dimension supérieure, bah, il y a de moins en moins de chances de tomber sur des points qui sont vraiment de Gauss, gentils comme on les aime. Donc c'est plus compliqué. Et ça franchement, ouais, je sais pas. Alors si par miracle, on peut dire que non seulement il y a un point fixe, mais qu'on a un point de Gauss qui va forcément converger sur ce point fixe, tout va bien. Mais voilà, donc on peut espérer tout un tas de théorèmes de points fixes les plus raffinés les uns que les autres qui nous permettent de dire ça. Mais je pense que c'est vraiment ouvert en général. J'avais une deuxième question un peu plus tordue. Quand je prends donc, les séries de Hahn, il y a un support qui est un ensemble bien ordonné. Ouais. Donc on peut lui associer une espèce de complexité qui est l'ordinal de ce support-là. Bon, et si on fait le truc fini, du coup on retombe sur ton corps d'avant. C'est-à-dire le corps, le complété des séries cuiseuses, c'est juste celle où cet ordinal se trouve être un nombre fini. Est-ce que c'est un truc qui est intéressant, cette espèce de complexité qu'on peut regarder ou... Visiblement, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Très franchement, là, je ne sais pas. En tout cas, ça m'évoque rien. J'avais un peu la même question, mais vachement plus concrète. C'est pas super clair, parce que si tu prends deux séries, oui, et tu prends la somme... Mais les ordinaux, tu vas avoir ton cas pour un score, par exemple. Je pense que si tu prends... tu te trompes à oméga puissance oméga, par exemple, tu vas avoir un vrai score...
Alors, c'est le joueur. Enfin, tout faire. Ça décore les feuilles, ça peut Plus complet. Tu avais écrit somme des t puissance n sur n plus 1. Oui. Ça converge. L'exposant converge vers 1. Oui. Et maintenant, je peux enrichir ton truc. Pour chaque exposant n sur n plus 1, je peux rajouter quelque chose pour que ça converge vers n sur n plus 1. Par exemple, tu vois, somme des t puissance n sur n plus 1 fois n sur n plus 1. Ouais, d'accord. Ça me fait une nouvelle série qui est dans ton corps, en fait. Oui. Et tout à l'heure, tu nous as dit, bah, c'est facile, je tronque, et puis ça me fait des disques. Et quand tu tronquais, tu avais des choses finies. Là, tu fais quoi sur cet exemple? Tu avais l'air d'avoir en tête qu'il y avait une sorte de dictionnaire automatique. J'écris une série, j'écris des disques emboîtés. Alors, et avec des rayons, t'as raison, je fais le... Là, je sais pas faire. C'est possible, ouais, c'est possible que j'ai exagéré un peu sur cette partie-là. J'ai fait. En fait, Tu vois ce que j'ai en tête, j'ai une série croissante qui t'enverra, mais pour chaque terme, je rajoute. Ouais, non, je vois. Je vois très bien, non. Alors, la démonstration que je connais du fait que ça, c'est sphériquement complet, c'est pas du tout celle que j'ai essayé d'esquisser à la main. Elle passe par, il y a une autre caractérisation des corps sphériquement complets, parce qu'il y a une notion qui s'appelle corps maximalement complet, qui se trouve être équivalente. Et maximalement complet, c'est quoi? C'est que le corps résiduel c'est qu'il n'y a pas d'extension immédiate, c'est-à-dire que toute extension avec le même corps résiduel, le même groupe des valeurs, est en fait le corps lui-même. Et ça peut se démontrer directement sur le corps de Hahn, c'est pas très difficile parce que le corps résiduel est algébriquement clos, le groupe des valeurs est divisible, on n'a pas grand-chose à faire. Et je sais démontrer ça, et je sais démontrer l'équivalence des deux. Et à part, je m'étais convaincu qu'à la main ça marchait peut-être, mais j'ai jamais écrit les détails et visiblement c'est pas. Ouais, en fin d'exposé comme ça, là je vais pas te faire l'argument tout de suite, ça mérite que j'y réfléchisse un peu, mais c'est vrai, ça c'est clair. Je sais pas si on peut le démontrer à la main, du coup c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, c'est la tienne, Merci.